à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert. Saviez-vous que le pain et plus généralement les boulangeries pouvaient être plus écolos ? C'est le sujet du jour avec Estelle qui suit actuellement un CAP en boulangerie et travaille en alternance à l'atelier pain dans le 18e arrondissement à Paris. Estelle, comment tu vas ? Très bien. Et toi ? Moi très bien aussi, ravi de te recevoir sur Café Vert. Et donc on va évoquer le thème de la boulangerie. Donc bizarrement, on penserait pas forcément que c'est un thème où l'écologie aurait une grande importance, mais tu vas nous montrer le contraire. Tout à fait. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, ce que tu as fait ? Parce que je crois justement que tu as un parcours assez original. Ok, merci. Merci pour cette petite présentation. Estelle, et donc effectivement j'ai un parcours qui se prêtait pas à la boulangerie de base. J'ai eu mon bac S, j'ai fait une école de commerce où du coup je suis allée à l'étranger, je me suis spécialisée en RH, puis en RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Donc pas trop les boulangeries, clairement. Donc pour l'instant c'était pas vraiment la boulangerie, pour la petite histoire, la RSE, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est l'application pour les entreprises du développement durable. Donc l'idée c'est de faire écologie sociale tout en restant rentable pour les entreprises. Bien sûr. Donc j'ai fait ça un petit peu, 6 mois, 9 mois. Et puis après, il y a eu le premier confinement qui est arrivé. Étonnant, que j'ai pensé à faire un peu plus de pain, qui était en fait quelque chose qui prenait une part de plus en plus importante dans ma vie. Déjà avant le premier confinement, j'avais fait une semaine de stage avec un boulanger perdu dans le 77. C'était super, et du coup le premier confinement m'a vraiment aidé à me libérer à travers le pain. En fait ça a germé pendant tout l'été, et du coup à la fin de l'été j'étais suffisamment motivée pour me dire allez on plaque tout, allez c'est parti. Justement c'est né pendant le premier confinement ou déjà de base t'avais une relation spéciale avec ce domaine ? Ouais, en fait depuis aussi petite que je puisse savoir, ça a toujours été mon truc, le pain, la bouffe en général, mais le pain, j'ai toujours eu un attrait particulier en fait pour le produit, pour la boulangerie, pour tout ça, et on est dans une relation intime, on peut dire. Donc ça a toujours été quelque chose dans un coin de ma tête où je me suis dit c'est quelque chose que j'aimerais tenter un jour, et du coup petit à petit je me dis, et pourquoi pas maintenant, et pourquoi pas, et non, oui. Et t'as pas eu peur en te lançant ? Je veux dire, c'est un choix quand même complètement différent de carrière. Finalement, tout le monde peut se dire, surtout peut-être tes parents ou ta famille ou tes amis, je suis en école de commerce, donc normalement avec une carrière toute tracée, vouloir tout arrêter pour aller dans un domaine qui est moins populaire, je dirais. En tout cas, on peut avoir des appréhensions à aller. Justement, est-ce que tu as eu peur au moment du lancement Ouais, c'est sûr. Justement, mes parents, ils ont vu ça d'un œil assez inquiet. Au début, je leur ai dit, bon, papa, maman, j'aimerais bien faire de la boulangerie. Alors, Estelle, pourquoi ? Pourquoi, alors que tu fais du développement durable et que t'es passionnée, en fait, on comprend pas pourquoi le sens, pour que tu veux plaquer quelque chose que t'aimes déjà. Et en fait, c'était dur d'expliquer. Moi-même, en fait, de me dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? C'est un métier dur, c'est un métier, traditionnellement, c'est des hommes qui y sont. Donc, moi, femme, je vais aller dans un truc où on fait des longues heures, où on travaille tôt, où faut porter des trucs, sac de farine 25 kilos quand même. Donc on n'est pas sur le métier de bureau classique. Mais et à un moment, ça en vaut le coup. À un moment, toi t'as senti venant de toi, tu pouvais pas faire autrement entre guillemets. C'était plus fort que moi. J'aime tellement le produit, j'aime tellement le faire, j'aime tellement le goûter, j'aime tellement le faire goûter, au moment la passion a pris le dessus, quoi.
C'est marrant parce que justement Café Vert aussi est né du premier confinement où à un moment, voilà, dans ma chambre, je me suis dit pourquoi pas je me lancerais là-dedans. J'ai acheté un micro et comme toi, je me suis lancé, premier épisode et maintenant je continue, comme toi tu continues. Moi c'est un peu moins important parce que c'est juste un hobby, quand toi c'est vraiment un nouveau choix de vie. C'est commencé par un hobby et au Ouais, final, là, je suis pas encore professionnelle. Je suis je suis en apprentissage, mais voilà, c'est un chemin. Ah, top. Et du coup, justement, on va se lancer directement dans le sujet. Donc, les boulangeries. En quoi une boulangerie peut être plus écologique qu'une autre. Ouais. Donc, j'imagine déjà peut-être par rapport aux ingrédients du pain. Je te laisse justement expliquer. Ouais, sur les ingrédients, en fait, le pain, c'est très simple de base. C'est de la farine, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain, voire les deux, selon la boulangerie. Donc, l'ingrédient évidemment le plus essentiel, c'est la farine. La farine, donc c'est ça le nerf de la guerre, parce que les moulins, il y en a de moins en moins en France. Hein. C'est une tendance, déjà on sait qu'on mange de moins en moins de pain, mais aussi les moulins ferment depuis 100, 150 ans. Donc trouver un bon moulin en France aujourd'hui quand on est boulanger, c'est très dur. Donc voilà, c'est le nerf de la guerre pour les bons boulangers en fait. Trouver le bon fournisseur qui va faire une farine de meule, bio, locale, voilà, des blés anciens, etc. Donc ça déjà, c'est très dur en fait pour un boulanger de trouver le bon fournisseur avec qui il va s'entendre bien, qui va faire des tarifs à peu près corrects, etc. Donc ça, c'est super important. L'eau, après aussi, au final, super importante. Ensuite, le sel, bien sûr, Guérande, Normandie... Poitou, etc. Donc en général, on peut facilement trouver français pour ça. Et la levure ou le levain. Donc la levure, il y a en gros un monopole du marché de la levure fraîche de boulanger. Que c'est soit ça, soit en fait le boulanger va devoir travailler avec de la farine et de l'eau, à nouveau, mélanger, fermenter pendant suffisamment longtemps pour qu'il y ait de l'acidité et de la vie en fait qui va se créer par elle-même, par réaction organique et du coup ça va donner un goût, un vrai ressenti au pain et c'est ça qui se perd aujourd'hui. Et donc un bon boulanger, ça va être pour moi un boulanger qui va travailler avec du levain, qui va du coup faire un travail de plus par rapport en fait aux boulangers qui utilisent la levure, qui est fait pour être un processus beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et tu disais que les moulins fermaient, pour revenir là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est parce qu'il y a moins de boulangers, moins de pain, ou la farine est importée? C'est surtout, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que c'est pas un métier de rêve. Meunier, c'est un métier qui plaît plus. Autant la boulangerie, c'est un métier qui arrive à se renouveler parce que c'est un métier d'artisanat qui est en contact avec les clients, etc. Alors que le meunier, il est perdu dans sa campagne. Déjà, le fait qu'on est dans les villes, etc., ça n'aide pas. Et voilà, c'est un métier où t'es en contact constant avec la farine, etc. Ça fait pas rêver. Okay. Donc c'est surtout ça. Et puis ouais, il y a la concurrence globale. Les farines viennent surtout de Pologne, etc. Donc, moins cher peut-être. Ah oui. Oui, c'est moins cher. Ils ont des champs là-bas. Pour moi, c'est surtout le fait que ça fait pas spécialement rêver et ils se retrouvent pas forcément financièrement à cause de l'offre globale. Et donc, parmi ces moulins, pour toi, quelle serait un peu la proportion entre les moulins qui font de la farine, on va dire biologique, sans additifs, écolo? 1%. 1%? Ouais. Et parce que justement, après, là où tu travailles... Biologique, il y a peut-être 10%. 10% plus. Parce que ils ont... tous les grands moulins ont une offre biologique. Mais c'est pas la même chose. Le bio, avec le local, le réellement engagé, en fait. Il y a une différence. Parce que la boulangerie où tu travailles, justement, ils travaillent avec un petit moulin en région parisienne? Ouais, c'est ça. Okay. On travaille avec un moulin qui s'appelle Gilles Matignon, enfin le meunier, qui est au fin fond du 77. Et justement qui lui fait l'effort de travailler avec des paysans aussi locaux, donc dans une zone géographique autour de lui. Et comme ça, en fait, il s'assure de la qualité de ses farines. Lui, il est labellisé bio. Et voilà, il fait super attention à toute cette traçabilité. Ouais. Parce que, justement, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une farine qu'on peut acheter dans une boulangerie classique et une farine vraiment bio, écologique? Qu'est-ce qui ferait la différence, déjà du point de vue des ingrédients utilisés, mais également des effets, peut-être pour le consommateur? Après, il y a tellement de choses
qui sont différenciables. En fait, il y a des farines classiques qui sont plutôt additivées. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, les farines de gruau, des farines qu'on va appeler T65, T55, T45, donc les farines blanches qu'on retrouve en fait dans les grandes surfaces, sont additivées en protéines, c'est-à-dire le gluten. En fait. Ok. Ah, donc c'est de là que vient le gluten dans le pain ou pas En fait, forcément? le gluten Ouais. dans le blé, il est là. Il va se transformer c'est des protéines qui vont se transformer en gluten lorsqu'elles vont être en contact avec l'eau. Donc Ok. le pain, il a du gluten parce que c'est la farine de blé avec de l'eau. En fait, c'est Tout la le base monde, ouais. du pain. Mais le problème, c'est que les farines et donc les blés qui sont prépondérants aujourd'hui ont été additivés déjà dans leur gène par des protéines, donc du gluten. Donc les farines type 45, 55, les blanches surtout, qui ont plus de protéines, sont du coup les plus grandes responsables des problèmes aujourd'hui qu'on retrouve avec le gluten. Ok. Le fait qu'on ait des problèmes d'estomac, le problème qu'il y ait de plus en plus d'allergiques en fait. Les maladies cœliaques, cœliaques, je sais plus comment le Liées prononcer. aux intestins, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est justement à cause de ces farines avec du trop plein de gluten. C'est pas le fait que le blé ait du gluten. Le problème, c'est qu'il y en a trop aujourd'hui. D'accord. Donc c'est pour ça que en fait, une bonne farine, ça va être une farine complète. Donc ça s'appelle la T150, des farines semi-complètes qui vont en fait englober une plus grande partie du grain, donc qui seront plus facilement digérables par le corps, ou alors des farines type anciennes qui ont du coup pas été modifiées génétiquement, qui n'ont pas été sélectionnées en fait. Ok, parce qu'il y a ça aussi, j'imagine. Pour leurs propriétés en termes de gluten et de protéines. Parce que donc, pour revenir là-dessus, du pain sans gluten, en soi, ça n'existe pas. C'est juste qu'il y en a une quantité négligeable. En fait, le pain quand on parle de pain sans gluten, ouais. Ah si. En fait, les pains sans gluten, ça va être avec des farines qui sont pas issues de blé, tout simplement. C'est des farines de riz, de sarrasin. Nous, on fait un pain sans gluten à Atelier Pain qui va faire on va faire du riz et sarrasin dans le pain, mais en fait vu qu'on travaille du blé à côté, ça va pas être possible pour des gens qui ont vraiment des allergies au gluten d'en prendre. Mais pour d'autres qui sont pas allergiques mais qui ont qui recherchent le goût tout simplement, ou qui recherchent à diminuer la part de gluten, c'est un pain qui se mange très bien. C'est pas la même chose par contre en termes gustatifs. Et par rapport au sel également, c'est ça normalement. En tout cas, il y a les pains ont moins de sel, ou les produits ont moins de sel dans les boulangeries écolo-biologiques. Le sel, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre en boulangerie, parce que c'est un exhausteur de goût, entre autres. Il y a plein de propriétés du sel, mais au niveau consommateur, ça va en fait faire revenir le consommateur vers une certaine boulangerie, parce qu'il va se dire « Oh, ce pain, il est meilleur, mais en fait, il a plus de sel. » Donc en fait, une bonne boulangerie, c'est une boulangerie qui va peut-être mettre moins de sel et qui va peut-être mettre du levain à la place, parce que le levain, en fait, va donner du goût au pain, donc tu vas moins sentir le besoin de sel. Ok, mais par contre, le levain est plus long à fabriquer, c'est ce que tu disais. C'est ça, c'est long à fabriquer et c'est long à fermenter. On a d'un côté une levure super simple à utiliser et super rapide en fait dans le cycle de fermentation, donc super rapide aussi en termes de main d'œuvre, donc tu vas aller très vite. Super sans goût par contre, c'est quoi ça. Et super sans goût. Et voilà, aucun goût derrière. Et de l'autre côté, t'as du levain où ça va prendre son temps justement à rafraîchir, à utiliser, à prendre soin. Et après, donc dans la fermentation, le pain il va prendre 2-3 fois plus de temps parfois à pousser. Et c'est un pain qui aura du goût. Okay. C'est un pain qui va développer des arômes qui auront absolument rien à voir avec un pain sur levure. Voilà. Et j'en profite du coup pour aussi aller sur l'autre partie qui concerne les procédés. Tu parlais du coup par exemple du levain, donc il demande plus de fermentation, plus de temps. Également par rapport à j'imagine la machinerie qui est utilisée, peut-être pendant la production du blé, dans le moulin ou dans la boulangerie elle-même. En ce moment on essaie quand même de réduire la consommation d'énergie et d'aller vers plus de manuel. J'imagine comment tu vois les choses de ce côté-là. En fait, les outils, ils ont été utilisés de base dans le XXe siècle. Ils ont été inventés pour alléger le travail, le labeur réel en fait des boulangers.
Parce que à la base, en fait, ceux qui pétrissaient le pain, on les appelait les génieurs ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ils avaient tellement de mal, en fait, au bout d'un moment, au dos, etc., à force de pétrir avec la force des bras et du dos et du corps, la pâte. Parce que, pour les quantités, pour l'époque, on mangeait beaucoup plus de pain, etc. Que voilà, c'était si dur que avec les révolutions industrielles, on s'est dit, bon, on va quand même trouver un moyen de faire un vrai progrès et d'enlever ce labeur. Donc voilà, il y a eu plein d'outils qui ont été inventés. Il y a des pétrins qui sont les outils pour mélanger la pâte. Il y a des outils pour diviser la pâte. Des outils pour façonner en baguette, par exemple, surtout en baguette. Il y a des outils, il y a le four, voilà. Voilà, il y a des outils pour un peu tout. Après, aujourd'hui, en fait, la question de revenir au manuel, c'est important parce que, par exemple, pour diviser et façonner la pâte, c'est des outils qui vont notamment qui vont malmener la pâte, donc qui vont l'étirer moins bien qu'un artisan pourrait le faire. Et ça automatise, en plus, un métier qui est censé être artisanal, qui est censé être en contact en fait avec le produit beaucoup plus. Sur le pétrissage automatique versus à la main, je suis peut-être un peu plus modéré. Voilà, modéré, parce que il y a une question aussi de vitesse, parce que le pétrissage rapide, il malmène aussi la pâte, c'est-à-dire que faire un pétrissage rapide longtemps, ça va l'échauffer énormément et ça va perdre du goût, ça va pas être bon, etc. Le pétrissage lent, donc en machine, ça marche tout à fait. Et voilà, ça donne du goût. Le pétrissage à la main, effectivement, c'est fastidieux peut-être aussi. Voilà, c'est fastidieux. C'est vrai que on malmène absolument pas la pâte et on revient à des valeurs peut-être anciennes. Mais je vois pas où est le problème de faire un pétrissage lent en machine pour justement s'éviter un travail difficile. Ouais, c'est ça, c'est aller vers moins de vraiment de production à la chaîne rapide, mais donc avec un résultat moins bon à la fin. Aller vers plus, créer chaque pain, faire quelque chose d'unique peut-être, et donc, mais donc de façon un peu plus longue. Mais justement, est-ce que forcément il y a une répercussion sur les prix, j'imagine, c'est plus cher. Est-ce que la différence est vraiment très sensible, tu trouves, ou en fait, ça dépend. Il y a une répercussion sur les prix, c'est sûr. Après, à Paris, il y a les boulangeries qui travaillent sur le levain, qui ont à peu près des prix semblables sur leur pain classique, entre guillemets, des sortes de miches de pain, des grosses pièces qui sortent dans les 10, 12 euros le kilo. Donc c'est des prix considérables, mais il faut savoir qu'une baguette, ça fait 200 grammes cuit. Donc revenu au kilo, 1 euro les 200 grammes, ça fait 5 euros le kilo. Donc au final, on est sur 2 fois le prix pour un truc qui demande énormément plus de temps, énormément plus d'attention et un savoir-faire qui est pratiquement oublié. En fait. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des boulangers qui ont le savoir-faire sur le levain, sur cette fermentation lente, sur la division, le façonnage, pousse lente, faire moins de sel, avoir les recettes tout simplement de levain, et cette envie-là. Et justement, par rapport à cette perte de compétences peut-être des boulangers dans le domaine, en règle générale, toi qui a commencé à être dans le milieu depuis 1 an, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a dans le milieu de la boulangerie vraiment une vision écologique des choses, de réduire son impact, ou pas tant que ça, ou c'est un peu le monde de l'ancien monde, je dirais, ou une envie une évolution, une envie de faire changer les choses? Sur l'écologie, il y a une vraie mouvance vers le bio, c'est sûr, parce que les consommateurs ils demandent ça, ils sont en recherche et c'est vachement parlant. En fait, quand on sait que quelque chose est bio, on s'attend à un certain niveau de goût, on sait que il y aura une démarche écologique qui est faite. On répond à une demande consommateur et il y a aussi les moulins qui sont de plus en plus portés vers le bio. Après c'est surtout cette question de bio. À part ça, justement les mentalités elles sont encore jeunes. L'impact carbone par exemple est très peu vu, mais les collègues comme chez Perséphone, chez Chigny à Pain qui est aussi dans le 18e, il y a plein de boulangeries qui font attention en fait à rester dans des démarches courtes sur
la proposition de pain des gammes courtes, sur voilà, un seul fournisseur ou deux en farine, avoir un impact carbone le plus limité possible, en tout cas notamment sur les fournisseurs, sur l'électricité ou autre. Bon, c'est peut-être moins vu, mais... J'ai peut-être deux thèmes justement qui se rapprochent, pour reprendre les thèmes de ce podcast, alimentation, mobilité et zéro déchet. Bah, d'ailleurs, on peut vite fait peut-être voir les 3 points. Justement, l'alimentation, je vais parler justement... c'est vrai que quand on va dans des boulangeries, je trouve personnellement que, à part si vraiment la boulangerie est spécialisée, que l'offre végétarienne est vraiment très faible. Souvent, on a très facilement le sandwich au jambon, chorizo, thon. Mais un sandwich végétarien, soit il y en a pas du tout, soit il y a un sandwich qui est généralement brie salade, un truc personnellement que je trouve immangeable, genre sans goût, et pas forcément des trucs un peu recherchés. Est-ce que justement pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la clientèle tout simplement, ou ça vient en amont de la boulangerie? Les clients, c'est sûr, on sait qu'à Paris et partout dans le monde, partout en France, il y a de plus en plus de végétariens, de véganes, c'est plus qu'une mode, on est à un changement complet de la façon dont on mange. Et voilà, c'est vrai que les boulangeries, c'est visible, elles sont un peu à la traîne sur l'offre végétarienne. Pour moi, c'est clairement pas dû à un manque de consommateurs, c'est dû à un manque de compréhension du sujet de la part des boulangers, des boulangeries, qui eux-mêmes, en fait, sont vraiment pas trop... qui comprennent pas forcément le végétarisme, qui se disent soit, en fait, les gens mangent du poisson, donc ça ira. Ils comprennent pas, ils sont pas forcément dans les mêmes milieux, etc. Donc ça leur est assez éloigné, même dans ma boulangerie, qui est censée être jeune, dynamique, etc. On est sur une offre pratiquement végétarienne. Et pourtant, je suis la seule végétarienne dans l'équipe. Non végétarienne, tu veux dire? Si, on est pratiquement que végétarienne dans l'offre snacking et tout. On a des tartelettes salées qui sont végétariennes. On a des sandwichs à la fois... on a une offre un peu végétarienne pour les sandwichs et surtout non végétarienne. Mais en fait, on a des focaccia qui sont entièrement végétariennes, les tartes et tartelettes. Voilà. Donc voilà, on est quand même sur un truc vachement végétarien. Et pourtant, derrière ça, ils sont pas dans cette mouvance végétarienne. Et pour moi, c'est ça la vraie raison, c'est qu'il y a une dissociation du monde végétarien avec le monde de la boulangerie. Okay. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est la réalité que je vois. Je peux pas dire que c'est peut-être partout pareil, mais en tout cas, le résultat est là, c'est que les boulangeries ont du mal à s'adapter. Pour la mobilité, on en a un petit peu parlé, donc peut-être revenir là-dessus rapidement, justement sur le circuit court. Est-ce que les boulangeries vont chercher, comme vous, des moulins qui sont locaux, ou plutôt importés de Pologne. De Pologne, par exemple. En fait, ça dépend. C'est toujours la même question. En fait, on a un certain microcosme de boulangeries à Paris et puis en France, qui sont dans le bio, dans le vin naturel, qui sont dans une démarche écologique, qui se fournissent très localement, qui font super attention à toute la démarche de traçabilité. On a des boulangeries classiques, voire les industriels, mais pas que, les semi-industriels aussi, qui vont se fournir dans un grand moulin ou un moyen moulin, un moulin qui est pas forcément loin de chez eux, en tout cas sur la structure de transformation, mais en fait qui vont se fournir on ne sait où. Donc Grand Moulin de Paris, par exemple, ils ont des locaux dans la région parisienne de transformation de farine, mais ils vont se fournir un peu partout via bateau. Ok. Voilà. Donc c'est un peu caché ça aussi. En fait, le moulin a vraiment l'emprise sur la qualité du pain. Okay. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super important pour un boulanger de trouver le bon moulin, le bon meunier qui va faire super attention à ça. Et d'avoir cette relation de confiance que tu disais. C'est ça. Et zéro déchet, c'est vrai que les boulangeries ont beaucoup de non vendus, j'imagine, qui sont jetés peut-être. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça ? Par rapport aux invendus, et par exemple aussi peut-être aux papiers qui sont utilisés pour donner avec le pain ou autre. Ça, tu vois, par exemple, plus que le végétarisme, là, on a une vraie tendance de boulangerie. Je sais pas pourquoi c'est préféré par rapport à l'autre, mais en tout cas, sur le zéro déchet, la plupart des boulangeries tentent d'adapter en enlevant le plastique, par exemple, des
en remplaçant par des sachets Kraft, etc. Et selon les boulangeries, on est sur de plus en plus d'efforts qui sont donnés. Nous, par exemple, les invendus de la journée, on les donne au secours populaire, on les donne, voilà. Il y a plein de boulangeries qui font Too Good To Go, qui font ce genre de... Voilà. J'allais justement en parler, oui, c'est vrai qu'il y a Too Good To Go les boulangeries... Voilà, qui proposent ce genre de service. Donc, il y a plein de possibilités qui s'offrent aux boulangeries là-dessus, et c'est vraiment quelque chose qui est utilisé. Ou un changement a lieu vraiment en ce moment. Ouais. Donc il y a une entreprise une boulangerie dans laquelle j'avais fait un essai qui utilisait les invendus, qui les broyait et qui les utilisait comme matière première dans les nouveaux pains. Et ça donnait un goût extraordinaire au pain en fait. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Ok, c'est vrai que ça c'était une technique que je connaissais pas du tout. On la tamise et on la réutilise. Ok, ah oui, bah clairement. Ouais. Ah, je connaissais pas du tout qu'il y avait ces techniques-là. C'est vrai qu'on avait l'image un peu là, des pains qui sont une fois durs, secs, poubelle. Ouais. Non, il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et la seule limite est la créativité. Et en parlant de créativité, j'ai une dernière question, en tout cas un peu sur le contexte actuel. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler et c'est aussi de là qu'est venu ton changement de voie professionnelle. Cette mode du pain fait maison pendant le premier confinement et qui s'est, je pense, suivi en toute l'année 2020. Comment les boulangeries s'adaptent à ça, justement ? Est-ce qu'elles ont suivi le mouvement pour un peu montrer comment faire du bon pain bien avec des bons ingrédients ? J'ai l'impression que c'est moins bien vu que ça pourrait l'être. Moi, je me rappelle quand, au premier confinement, je tentais de faire partager mon pain dans ma localité. J'habite en petite couronne, dans une ville. C'est pas petit. Et voilà, je voulais faire découvrir aux gens de ma ville, voir aussi avoir le plus de retours possible sur le pain que je faisais. Et c'est vrai que les boulangers de la ville me voyaient plutôt d'un mauvais œil quand je parlais de pain, etc. Et du coup, j'étais étonnée. Parce que, pour moi, plus on est à faire du pain, plus on vit. Je sais pas. Plus les gens en consomment et reviendront. Voilà, c'est ça. Donc, vu qu'on est dans une tendance de baisse de la consommation du pain, plus de gens s'y intéressent, le mieux. Mais non, en fait, ça semble pas être perçu comme ça. Pour moi, il y a un manque peut-être à gagner et un effort peut-être à faire pour justement réconcilier les boulangers avec les amoureux amateurs du pain qui vont faire leur levain à la maison, qui vont faire leur pain à la maison et qui vont peut-être faire partager leurs proches. Et par exemple, il y a je vais encore parler de ma boulangerie. Il y a Vas-y, hein. qui a fait le parti de faire une activité où on fait des ateliers une fois par semaine où justement ceux qui veulent se former sur le pain qui vont pouvoir se former avec nous, quoi. Okay. Donc les amoureux du pain maison vont pouvoir en fait s'améliorer sur ces compétences-là. Et alors, ceux qui sont venus, ils sont jamais revenus ou ils reviennent toujours acheter leur pain quand même ? Mais oui, ils reviennent et là, en ce moment, c'est pas possible. Période difficile. En fait, on avait une liste d'attente inépuisable à un moment en se disant que la situation allait s'améliorer. Et le nombre de clients qui viennent en nous demandant c'est quand que vous refaites vos ateliers. Finalement, au lieu de faire perdre la clientèle, ça l'a fidélisé plus qu'autre chose. Clairement, parce que en fait, lorsque tu fais ton pain chez toi, tu te rends compte de la complexité de la chose, parce que ça prend énormément de temps, ça demande énormément de compétences, de pratique. Donc au final, ça va juste te faire monter en compétences et savoir repérer quelle est la bonne boulangerie. Mais bien sûr, après, c'est sûr, on voudra refaire du pain à la maison, mais les moments de flemme, on connaît tous. Ouais, bien sûr. Ah oui, je comprends aussi. Cuisine, par exemple, juste pour la cuisine, cuisiner c'est bien, mais bon, quelquefois, réchauffer des trucs déjà faits, c'est plus facile. Le reste, on cuisine, mais aller au resto, voilà. c'est le même combat pour moi. On attend qu'ils ouvrent. On va passer dans la dernière partie de ce podcast, donc les écolotips, 4 questions courtes, 4 réponses courtes sur les 3 thèmes de ce podcast et une 4e question sur un domaine culturel. Du coup, première question sur l'alimentation, est-ce que tu as une recette végétarienne que tu réalises et que tu souhaites partager à tout le monde, que t'aimes ? Alors c'est une recette de saison, c'est un croque-monsieur, tout simplement. Avec du pain. Voilà, avec des épinards, champignons et mental, parce que comme j'ai dit, c'est de saison. Les champignons, moi j'adore, à la crème, encore mieux.
Si on veut rendre ça un peu plus gras et tout, mettre un peu de beurre, voilà. Pour moi, c'est archi simple, voilà. On parlait de flemme. Ouais. c'est une recette facile à faire voilà. et finalement avec un mélange qui se fait plutôt bien. Ouais, pour moi, qui s'accorde assez bien. D'ailleurs, peut-être pour le choix du pain, en tout cas toi tu fais avec du pain de mie commercial ou il y a peut-être autre chose à faire avec un pain plus traditionnel de boulangerie? Voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent voilà, à ceux qui veulent faire du croque-monsieur. Il y a l'option basique Carrefour. Ouais. Il y a l'offre +1 boulangerie type... je vais recommander les collègues Perséphone, Pané Vivo, etc. qui font des super pains de mie au levain. Ok. Et après, niveau plus, faire son pain de mie chez soi. Moi, j'ai une super recette sur proofperfected.com que j'adore. Ok. Pour moi, c'est la meilleure. Tu pourras le partager avec nous et je partagerai. Ouais, c'est clair, c'est exceptionnel. Voilà, donc... Ok, top. Un endroit, une ville en France ou à l'étranger, mais proche, accessible en train ou en voiture covoiturage, que t'aimes bien ou t'aimes bien aller? Pour moi, c'est Rouen. Bon, c'est pas du tout relié au fait que j'étudie actuellement à l'INBP à Rouen. En fait, j'ai appris du coup à rencontrer, à connaître, à aimer cette ville. Qui est du coup vachement accessible depuis Paris, 1h30 en train, 8h à vélo. C'est ça que j'en avais parlé il y a récemment, il y a la Seine à vélo qui vient d'ouvrir. Donc si vous voulez, il y a une piste cyclable qui part de Paris et qui va jusqu'à Rouen, voir Le Havre si vous voulez voir la mer. Mais c'est peut-être un peu... Le tracé mieux peut-être. Ouais, surtout que c'est accessible par vélo, donc bon, moi en tout cas c'est ce que je fais. Et puis voilà, c'est une ville avec des super pistes cyclables, où il y a des bonnes initiatives actuelles écolo, notamment Triticum qui fait des farines de blé ancien. Donc voilà, une ville vraiment sympathique et agréable à vivre pour moi. Okay. C'est vrai que j'y ai été il y a pas longtemps non plus, passé un week-end et c'était vraiment sympa à visiter, c'est top et on peut se balader le long de la Seine, c'est calme, ouais, c'est assez calme et non, je vous conseille aussi une astuce 0 déchet que tu pratiques ou que tu aimerais pratiquer à l'avenir. Alors là, j'aimerais recommander la bibliothèque. C'est un peu incongru, mais pour moi, c'est vraiment en fait le repère 0 déchet par excellence. Grand-mère. Enfin voilà, c'est le fossile du 0 déchet. Enfin voilà, on a tendance à vouloir acheter des bouquins, je sais pas, à la Fnac, sur Amazon, horrible. Mais voilà, on a tendance à vouloir acheter des nouvelles choses alors que on peut déjà juste regarder, feuilleter. Des choses très sympas à la bibliothèque qui ont voilà, des énormes collections. Et puis pareil, si on veut se séparer de nos bouquins de collège, de lycée, etc., voilà, à nouveau, l'option reste de la bibliothèque, Emmaüs, etc. C'est vrai qu'aussi, ça s'est beaucoup développé, les bibliothèques de rue, dans les stations de tram ou voilà, un carrefour, des bibliothèques où on peut juste déposer, récupérer un livre. Voilà, c'est un moyen simple de... Enfin, pas avoir besoin d'acheter et pouvoir en fait trouver des nouvelles choses à lire, quoi, tout simplement. Et c'est vrai, pour faire un peu une pub personnelle, c'est vrai que sur le site internet, il y avait aussi un article justement qui comparait les bouquins papier avec une liseuse, lequel avait un impact plus fort, on va dire, au bout d'un certain nombre de lectures. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que le livre serait premier de loin, mais non, pas forcément, parce que ça demande du papier, de l'encre, traitement chimique. Et finalement, ce qui restait le plus écologique, tout simplement, c'était de pas acheter de livres, mais de les emprunter. Je veux dire, de lire quand même, mais de les emprunter à la médiathèque. Il y a souvent tous les choix possibles. Ouais, il y a énormément de choix. Ou d'acheter en occasion aussi. Il y a Recyclivre, je crois, qui fait en ligne. Qui fait en ligne, donc des solutions bien mieux. Et un document culturel ou un élément culturel type film, livre ou événement, pour toute personne qui voudrait se renseigner un peu plus sur l'écologie. Ouais, j'aimerais recommander un film, ça s'appelle Okja. Je sais pas exactement comment ça se prononce, parce que ça a été fait par un Coréen qui s'appelle Bong Joon-ho, qui a été récemment célèbre avec Parasite. Pour moi, c'est un film coup de cœur que j'avais vu sur Netflix. Bon, c'est pas super écolo, mais voilà, hein, Netflix. Il n'y a pas que des trucs mal dans Netflix. Et voilà, j'avais trouvé ça vraiment touchant, intelligent dans la façon dont ça a été réalisé. Et le message est vraiment fort pour moi. Donc vraiment... très rapidement, sans spoiler, ça traite... traite de la relation entre les animaux et les hommes, tout simplement. Aujourd'hui et en fait dans un futur proche,
comment est-ce qu'on verrait la relation à la nourriture, tout ça. Donc en fait, allez le voir. Et moi, je l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que ça fait partie de ma wishlist. Donc j'irai le voir très 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 bientôt, je pense. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Peut-être un petit mot à ajouter, un message que tu voudrais partager. Allez en boulangerie. Allons manger du bon pain, allons découvrir les joies du levain et de la fermentation à l'aide peut-être vraiment aussi de se renseigner, j'imagine, vraiment sur d'où vient le pain. Ouais, il y a plein de sites anglais, français qui en discutent. En termes de podcast, tout simplement, je vous invite à regarder Vilain le vin, qui justement qui est fait par une femme passionnée par le pain, la fermentation et tout. Donc, belle façon de commencer en français. Voilà. Ça marche. Je dis bonjour. Je passe le bonjour aux collègues de Vilain le vin. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Estelle pour cet échange. Merci à toi. Et à plus. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.